Alors, bonjour Reza, merci de nous recevoir chez vous, dans votre atelier, c'est très gentil. Vous avez pris votre première photographie à l'âge de 12 ans. Vous vous souvenez de ce premier 14 cliché? ans. Ah, pardon. 14 ans, donc. Et vous vous souvenez de ce premier cliché ou... Je me souviens très bien parce que je l'ai raté. Ah, ça a commencé mal. Au fond, quand j'ai appris comment faire la photo, c'était une petite caméra box de mon père qui avait à la maison, et que le moment où j'avais su qu'avec un appareil photo on peut viser, on peut cadrer, c'était ça qui m'intéressait. C'était pas la photographie en soi-même, c'était ce que je peux avec ça cadrer et capter ce que je vois et ce que je sens. Et les premières photos, j'étais assis, on avait dans la ville de Tabriz, en Azerbaïdjan, en Iran, on avait pas mal des arbres fruitiers dans le jardin. Et je vois un oiseau qui arrive et qui s'assoit. Et je dis, c'est lui que je vais faire la première photo parce que j'adore les oiseaux. L'envol, c'est vraiment c'est important pour moi. Donc je me rapproche au pas de chat et j'arrive à me mettre dans la bonne position sans que l'oiseau part. Et, parce que je faisais souvent ça avant. J'allais vraiment le plus près sans que les oiseaux y partent. Sauf que comme je venais apprendre à peine mettre l'appareil, le temps que je fixe et que j'arrive à voir quel est le petit bouton, il faut avancer, et j'appuie juste le moment, l'oiseau y est parti. Donc j'ai eu les branches d'arbres. Quelque part, j'ai eu une photo qui était branche d'arbre avec l'idée de l'oiseau. Je suis le seul à savoir qu'ici, il y avait un oiseau. Mais comme vous savez très bien, ce concept de l'envol, l'oiseau, enfin, c'est beaucoup dans mon travail. D'ailleurs, le premier magazine que j'avais fait après, 4 ans après, pour les enfants, pour le lycée en Iran, et que ce que je fais aussi aujourd'hui pour les enfants en Afghanistan, il s'appelle l'envol. Oui, Parvaz, c'est le nom iranien. Donc, vous voyez, quelque part, j'ai raté la photo, mais je continue le concept. Il y a une poétesse persane des années 70, c'était une première poétesse persane très moderne, Forough Farrokhzad, donc c'est son nom, comme ça, et que je me souviens de très bien, dans une de ses poèmes, quelque chose de très joli qui dit souviens-toi de l'envol, l'oiseau mourira. C'est ça qui est important. C'est pas l'oiseau, c'est le concept et l'idée de l'envol qui est important. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc il dit, rappelle-toi rappelle-toi toujours de l'envol, parce que l'oiseau, il est mourant quelque part. Vous avez parcouru le monde, enfin vous continuez à parcourir le monde depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez choisi d'être un photographe engagé ou c'est un choix qui s'est imposé à vous? En réalité, j'ai choisi de devenir photographe parce que j'étais engagé déjà dans ma tête. À l'âge de 10-12 ans, depuis l'âge de 10-12 ans, je sentais ce que je voyais autour de moi. Il y avait des choses qui me bousculaient, qui me touchaient et que j'avais envie d'expliquer, j'avais envie de m'exprimer, j'avais envie d'aller dire aux gens, attendez, pourquoi c'est comme ça? Et comme j'arrivais pas avec les mots, donc je me disais peut-être que l'image peut être bien, mais l'image, la photo, ça n'existait pas. Quand je comprenais même pas que la photo peut servir à ça. Donc à l'âge de 10-12 ans, le seul photographe dans la ville, c'était ceux qui faisaient le portrait pour le carte d'identité. Et je croyais que la peinture, c'est le meilleur moyen. Et pendant 2 ans, j'ai essayé même de faire des petits dessins de ce que je voyais pour montrer des gens en disant, regardez ce que je vois. Sauf que tourner la page, ils disent que c'est. Je dis, bah, tu vois pas le garçon là, avec son maman, machin et tout, ils n'ont pas l'argent. Je dis, mais non, on voit rien du tout.
trouver quelque chose de plus clair, de plus réel. Et c'est comme ça que je suis devenu photographe. En réalité, la photographie, c'est un outil pour moi. Moi, je suis plutôt un conteur, quelqu'un qui voit quelque chose, qui voit quelqu'un, une histoire, il a envie de faire une connexion. Et comme la photographie, évidemment, c'est un langage universel, ça dépasse les langues. Et ben, donc pour moi, c'était un choix presque naturel de le faire. Oui, parce que la photographie, c'est l'écriture de la lumière, l'écriture de la vie, mais aussi de la misère et de la mort. C'est pas trop lourd parfois comme poids sur les épaules d'un seul homme quand vous photographiez tout ça. Tout ce que vous avez dit, on peut le mettre dans une seule enveloppe, qui est la vie, quelque part. Donc, certes, on peut choisir dans la vie de voir quelque chose et de ne pas voir l'autre. On peut dire, moi, je veux juste photographier la mode. Je veux juste photographier la publicité. Ou je veux photographier juste les gens riches, le bonheur, ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai choisi autre chose. J'ai choisi mettre mon travail, mes photographies, au service de l'ensemble de l'humanité. Et quand je dis ensemble de l'humanité, c'est pas exclure une partie et aller photographier seulement une partie. Je me suis dit, il se passe quelque chose d'important. Ceux qui sont quelque part en Occident, ils ne voient pas ce qui se passe ailleurs. Et que si j'arrive à leur montrer à ma façon, certainement, et créer ce lien et contact, être humain est être humain quelque part. On ne va pas fermer les yeux constamment, on ne va pas dire que je ne vois pas, on ne va pas dire que je ne sais pas ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que je me force des fois même à aller dans ce monde dont vous dites la misère, la souffrance, les morts, les blessés, que ce soit dans les guerres, sous les bombardements, dans les camps de réfugiés ou dans les désastres naturels. Certes, voir tous ces hommes, femmes, enfants déchiquetés, morts, c'est pas quelque chose, je disais même supportable pour un autre. Mais j'ai trouvé quand même des moyens, j'ai trouvé quelque part des moyens internes pour penser mes blessures de l'âme, enfin, parce que ça crée des blessures de l'âme de voir tout ça, où on en sort, où on arrive à trouver quelque chose pour continuer, ou comme c'est arrivé à beaucoup d'autres collègues ou des gens qui étaient dans ce niveau, et qu'il y a un moment où ils s'arrêtent, où ils perdent complètement tout. Moi, c'est la poésie, une grande partie de mon petit jardin secret, c'est la poésie. Je lis beaucoup la poésie. Chaque fois que je suis dans une ville, je cherche les poètes dans un pays, les poètes les plus connus de chaque civilisation, de chaque personne, ou l'art aussi. Je regarde beaucoup. Dès que j'arrive dans un pays, même en pleine guerre, que je ne connais pas, une fois que j'ai pu faire les photos, enfin je dois faire, la première question c'est où est-ce que c'est le musée d'art moderne, où sont les artistes, les musiciens, et je me connecte comme ça aussi avec une culture, parce que je ne vais pas là-bas juste photographier les pots cassés, comment dirais-je. C'est cette fameuse phrase de, je crois, c'est Gandhi qui disait que certes, quand un arbre tombe, ça fait trop de bruit, mais une forêt qui est en train de germer ne fait pas de bruit. Et c'est ça un peu, c'est que on peut montrer constamment des arbres qui tombent et qui font des dégâts, mais si on ne montre pas qu'à côté il y a la forêt qui est en train de germer, quelque part les gens ils vont dire il y en a marre de voir que toutes ces forêts, les arbres qui tombent, je vais fermer les yeux, je vais prendre mon coca ou mon whisky et je vais mettre devant mon télé
et regarder Plus belle la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en parlant justement de vos voyages, de vos rencontres, vous avez photographié le commandant Massoud, un magnifique portrait d'ailleurs de cet homme. Et donc cette photo, je suppose, a beaucoup marqué votre vie, et pas seulement la vôtre. Vous avez vibré différemment lorsque vous l'avez photographié, ou comment vous avez ressenti en fait? Cette photo, quelque part, c'est une histoire d'amitié de 17 ans, quelque part, que j'ai eu avec Massoud. Même si je l'ai fait dans les premières semaines de notre rencontre, mais quelque part, j'ai continué pendant 17 ans à aller le rencontrer, le voir, le photographier, filmer. J'ai fait un documentaire pour le National Geographic, le dernier film sur Massoud, qui était en l'an 2000, juste quelques mois avant sa mort. C'était le dernier documentaire sur lui aussi. Donc, pourquoi finalement, moi que j'ai connu, où je côtoie des centaines de présidents, je sais pas quoi, des hommes politiques, des célébrités du monde, et aller vers une personne comme lui, parce que très vite j'ai senti que j'ai quelqu'un en face de moi qui est un personnage historique. C'est quelqu'un, si je prenais l'exemple de chaque culture ou de chaque civilisation, des hommes comme lui, il y a peut-être eu dans chaque culture dizaines ou quinzaines dans toute l'histoire. On prenait l'histoire de France, vous avez, Général de Gaulle. Après vous descendez et vous continuez à descendre dans l'histoire. Peut-être vous tombez sur le mot Napoléon ou Jean Moulin. Et après, qui d'autre? Charlemagne, après je sais pas quoi, France. Il n'y en a pas beaucoup, non? Et Massoud, il faisait partie de ces hommes, ou des femmes, qui existent aussi dans l'histoire, mais beaucoup des hommes, qui marquent l'histoire et que je ne me suis pas trompé. Finalement, c'est lui qui a fait tomber le mur de Berlin. Finalement, c'est grâce à lui et son combat qui a mené contre l'armée de Russie, qui régnait sur la moitié de la terre, et qu'il a mis à genoux cette armée. Et que c'est ce coup qu'il a donné qui a d'un seul coup fait réveiller tous les autres pays d'Europe centrale, Asie centrale, tous ces pays de Caucase, ou Europe centrale, ou le pays baltique qui était vraiment sous le sel de l'Union soviétique, de dire attention, si les Afghans ils arrivent à mettre à genoux cette armée qui nous fait peur et qui nous tient, allez, nous on attaque aussi. Vous voyez, c'était un homme plus que pour Afghanistan. Ce qu'il a fait, ça va au-delà de l'Afghanistan. Et je dis, on sait aujourd'hui le fait que le mur de Berlin a tombé, le fait d'éclatement de l'Union soviétique, les changements qui ont mis dans le monde et les changements qui est en train de créer encore. Cette vague qui n'est pas encore finie. Cette photo, c'est devenu comme une icône, oui, exactement. Et quelque part, c'est comme la photo de Che Guevara ou d'autres portraits. Je sais pas, si. D'ailleurs, oui, absolument. Et c'est beaucoup utilisé en Afghanistan aussi. C'est une photo qui est complètement maintenant, cette partie elle appartient au peuple afghan, comme beaucoup des photos que j'ai fait de Massoud, que j'ai donné au titre gratuit, enfin, et que même moi-même, j'ai publié, imprimé des posters et autres pour distribuer gratuitement. Mais que maintenant, aussi bien mes films que mes photos, vous allez, ils sont partout en Afghanistan, sur tous les murs, dans toutes les maisons, les films, on les montre dans les cafés. C'est incroyable de voir combien, aujourd'hui, dans le XXIe siècle, la photographie joue un rôle important. D'autant plus que National Geographic, ils ont fait une série de films, dont
ce portrait, il fait partie c'est le premier de cette série. Le concept, c'était de dire comment une photographie peut intervenir et changer l'histoire. Justement, j'avais une question à propos de ça. La photo, selon vous, a-t-elle le pouvoir de changer le monde? Donc, quelque part, oui. Enfin, pour tout vous dire, une photo, non. Il ne peut pas changer l'histoire. Mais une photo a la capacité d'influencer les gens, émouvoir les gens et le faire agir pour changer l'histoire. Parce que c'est les êtres humains qui changent l'histoire. L'acte de changer, ça vient des êtres humains. Notre rôle de photographe ou écrivain ou artiste ou autre, c'est arriver à passer ces messages aux gens, à soulever les gens en disant regardez ce qui se passe. Le tout, c'est de dire combien de personnes on peut emmener autour d'une photo en disant regardez ce qui se passe. C'est ça, regardez. Et une fois que les gens ils ont vu et qu'ils ont dit bah oui, il faut changer. C'est pas possible que ça continue comme ça. Cette réaction, certainement, peut changer le monde. Et je suis sûr que la photographie, il joue un rôle très important dans ces changements qui sont en train d'arriver. Parce que également, vous dites souvent que vous êtes un peu au service de la paix. Enfin, vous voulez essayer de rétablir la paix. Donc la photo pourrait jouer un rôle également dans ce sens-là, peut-être. Aussi, pour changement dont je parle, emmener le monde vers la paix, c'est mon vrai passion ou mission presque ou d'autres parce que j'ai vu beaucoup des souffrances de l'être humain dans la guerre. J'ai vu combien, avant tout même, que nous avons une vision de guerre qui est très archaïque. Dès qu'on parle de guerre, on a ces tableaux anciens des soldats qui se battent contre les soldats, ou deux armées réguliers qui se battent entre eux. Les guerres d'aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Les guerres d'aujourd'hui, c'est une groupe armée contre la population civile sans défense. C'est ça le vrai. Les vraies guerres aujourd'hui, vous avez un État qui peut appeler Amérique, la France, Israël, Hollande, Allemand, tous, ce sont des États avec le meilleur équipement du monde et qui attaquent les civils. Jamais ces deux armées entre eux, c'est fini. La guerre de deux armées, c'était, comment on appelait ça, la guerre conventionnelle, c'était du 19e siècle, début du 20e. Aujourd'hui, c'est des grandes armées qui attaquent les civilisations et qui sont devant la scène, qui meurent, qui sont déchiquetés, c'est des enfants et des femmes. Donc ça, je l'ai vu et je le vois constamment. Et c'est pour ça que pour moi, changer cette attitude, aller vers la paix, c'est quelque chose d'important. Et la photographie, quelque part, sauf que il y a beaucoup de photographes qui vont à la guerre et qui photographient la guerre. Aujourd'hui, ça s'est largement démocratisé en fait, tout le monde peut faire des photos. Est-ce que la photo n'a pas perdu un peu son rôle d'information, ce pouvoir un peu de réalité? Est-ce que aujourd'hui, quand vous lisez Marcel Proust, ça vous émeut ou non? Oui. Ou Camus? Oui, ça vous émeut, non? Et pourtant, aujourd'hui, tout le monde a un stylo dans la poche et que tout le monde écrit et que au matin, au soir, vous ouvrez les journaux et que vous lisez les écrits, et vous voyez des livres partout. Est-ce que le fait qu'il y ait autant de textes, ça a enlevé l'effet de Marcel Proust? Non. La photographie, c'est la même chose. Est-ce que le fait qu'on voit des photos partout ou des peintures partout, ça a enlevé des effets de travail de Van Gogh? Non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si, à un moment, on disait que maintenant tous les gens ils ont un stylo dans la poche, c'est pas la peine d'écrire des nouvelles ou des romans ou faire des poésies. Mais alors, du coup, il y a un problème de qualité alors. Eh bien, exactement. Eh bien, exactement. C'est que c'est pas le fait d'avoir un outil, parce que comme je disais, tout le monde a un crayon dans la poche, mais personne n'écrit comme Victor Hugo.
Et pourtant, ils ont les mêmes outils, et même mieux. Non? Le Mont Blanc, le Victor Hugo, il n'avait pas Mont Blanc. Aujourd'hui, il y en a plein de gens qui ont et qui encore, ça vaut 10 000 fois plus cher que son stylo, mais ils n'écrivent pas comme, c'est pas le Mont Blanc qui va écrire la poésie. Donc voilà, ce que je disais, c'est que j'avais envie d'aller voir. Et j'ai eu cette occasion, il y a une dizaine d'années, où j'ai été invité dans le centre culturel de Bastia de faire une exposition sur Afghanistan. Donc quelques dizaines d'images, portraits de Massoud et d'autres. Donc j'ai eu une vraie rencontre avec les gens de Lille, comment ils appellent ça. Et la façon dont j'étais accueilli, la façon dont l'expo était accueillie, la façon dont les gens y réagissaient, ça m'a montré que j'avais raison. C'est que ce peuple dont je vois, ça n'a rien à voir avec l'image qu'on fait d'ici le continent quand on parle des Corses. Et ben donc ça m'a emmené l'idée en disant j'ai envie de faire quelque chose. Parce que j'habite dans ce pays, je suis français, j'habite en France et c'est pas acceptable que les Français ils parlent comme ça d'une partie de leur peuple en général. Donc, et je suis toujours en train de préparer ça dans ma tête. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, j'ai été contacté par eux. Les destins, vous voyez ce que je veux dire, en disant voilà, il va y avoir la Tour de France qui va démarrer en Corse. C'est le 100e anniversaire de Tour de France et que comme ça démarre en Corse, on va avoir beaucoup de médias qui vont venir. Et nous, on a des jolis bâtiments, on a des ports, on a des paysages, mais on a pensé qu'il faut montrer quelque chose de beaucoup plus international, d'une part pour les médias, mais en même temps, nous, les gens de Corse, on a besoin de voir le monde. Et vous êtes la personne qui montre mieux le monde pour nous. Et c'était tellement sincère ce qu'il me disait. Et donc, voilà, hop, je suis parti tout de suite, j'ai fait le tour des 3 villes, j'ai choisi les lieux, comme je dis, je le fais tout le temps. J'ai choisi 3 lieux, j'ai dit, voilà, ça, j'ai envie de faire ça, ici, j'ai envie de faire ça. Ils ont accepté et voilà, c'est fait. Et magnifique, très très beau. Vraiment, je vous conseille si vous pouvez y aller, faire un petit tour des 3, c'est incroyable. En tout cas, il y a certains, j'ai des photos, je peux vous montrer, ou même donner les photos in situ que j'ai fait, parce que c'est vraiment beau. Et le fait d'avoir 3 thèmes, enfin, il s'appelle Fenêtre de l'âme, en général, mais dans chaque ville, il y a différents thèmes. Il y a rencontre, il y a insouciance et il y a la résistance. Ce sont les 3 thèmes différents. Entre la résistance et insouciance et le rencontre. Enfin. Et dans chaque ville, il y a une de ces 3 thèmes. C'est philosophique un peu. Alors, revenons un peu à vous, votre caractère un peu humaniste au départ. Pouvez-vous nous parler du choix de la création de votre ONG, Aïna? Comment c'est venu en fait? Vous étiez témoin avec votre photo et vous avez senti besoin de devenir acteur complètement en fait, c'est ça? Enfin, ce que je fais en tant qu'humanitaire, quelque part, c'est pas du tout séparé de ce que je fais en tant que photographe. Comme je vous disais, je me sens pas photographe. Bon, j'utilise la photographie, je sais comment le faire, je sais comment ça marche. Voilà. Mais c'est plutôt dans un but précis qui est créer les liens entre les êtres humains, entre les cultures, entre les communautés, et faire avancer le monde vers un meilleur monde, quelque part. Donc il y a, dès le début, depuis le début presque, que j'ai commencé à travailler un peu dans l'international, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres choses que les gens ils peuvent faire eux-mêmes. De photographier. C'était en 83, la première fois qu'il m'est venue l'idée.
justement en Afghanistan, quand je voyais que nous, les journalistes, on peut marcher, parce qu'il fallait marcher en Afghanistan pour faire des reportages. Dans les montagnes, les journaux ils nous disent tu as 3 semaines maximum ou 2 semaines pour aller faire le sujet. Et dans 2 semaines, si ça c'est la carte d'Afghanistan, on peut aller de là jusque là. Déjà, 2 semaines c'était beaucoup et je me disais mais c'est comme si on vous disait que vous allez couvrir la France pendant l'occupation, où tous les journalistes y venaient en Belgique, et que, mais le temps qu'ils avaient, il fallait se cacher, venir à pied, ils arrivaient à peine à passer la frontière et l'île. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'ils retournaient, ils faisaient un reportage. Nous étions en France occupée, on a vu la ville de Lille, et autour de le village machin, et que, attendez, la France occupée, il y a d'autres choses. Jusqu'à Marseille, ça fait beaucoup, enfin, Bordeaux, qu'est-ce qui se passe? Qui va couvrir tout ça? Donc, ça, c'était la première chose que je me suis dit, il faut former les Afghans. Donc, j'ai trouvé des Afghans de chaque ville, et j'ai commencé à les former personnellement, et les acheter des appareils photo, et leur donner en disant, voilà, je vous apprends, vous faites des photos, il en restera toujours quelque chose. Je ne sais même pas si je vais vous voir, mais je vais vous former. Donc j'ai lancé ça déjà. Ensuite, j'ai fait ça en Afrique du Sud, dans le ghetto de l'Afrique du Sud, toujours fermé. J'ai formé des jeunes noirs dans le ghetto en disant, je vous forme, je vous donne des appareils photo, et puisque vous êtes dedans et que les journalistes ne peuvent pas rentrer, donc faites des photos. Et j'ai continué ça. Et je me suis rendu compte d'une autre chose importante, c'est que finalement, les guerres, les conflits, certes, ils détruisent des maisons, ils détruisent les routes, ils détruisent les ponts, mais ils détruisent quelque chose de beaucoup plus important, qui est l'âme de l'homme, qui est ce qu'on appelle les blessures invisibles. Les destructions visibles, on le voit, les bâtiments. Mais les vraies destructions que les guerres y font, c'est les destructions invisibles. C'est le traumatisme de guerre qui est créé et que tant qu'on n'a pas réglé ça, ça va continuer. La culture de la guerre engendre la guerre. Parce que si on n'arrive pas à aider les gens de sortir de leur traumatisme, ils vont continuer la guerre. Qui peut aider un peuple de sortir de traumatisme? Eux-mêmes. Non? Eux-mêmes. Et qui? Tout ça, c'est questions que je me posais. Et parmi eux, qui sont les gens? C'est des femmes. Pourquoi c'est des femmes? Parce que c'est des femmes, c'est des mères. Ils savent comment parler à leurs enfants. Quand un enfant il est mal, on ne va pas courir voir le papa, on va courir voir la maman. Non? Et donc, c'est des femmes qui peuvent aussi, mais par quels moyens? Comment? Par médias, communication, culture. Vous voyez? Donc tout ça, ça m'a emmené à de dire, ok, j'ai trouvé le concept. Pour aider un peuple de sortir de ce traumatisme, je veux créer un centre culture et médias et formation. Je vais former autant de femmes possibles à tous les métiers de médias, disques qui deviennent photographes, des hommes aussi évidemment. Disques qui deviendraient des caméramans, d'autres qui deviendraient réalisateurs, 50 qui deviendraient journalistes, 200 qui feraient de radio. Mais ce n'est pas seulement former, parce que former et qu'ils deviennent en chômage, ça ne sert à rien. Donc on les forme, mais je vais les aider aussi de créer radio locale qui s'appelle Voix de femmes afghans, qui existe aujourd'hui. Donc vous avez une radio qui est émet dans tout l'Afghanistan et qui est fait par les femmes afghans, pour les femmes afghanistan. Vous avez un groupe des femmes qui font des vidéos, raconter l'histoire des vies des femmes afghans et qui montent partout dans le monde. Vous avez des cinémas itinérants qui vont aller de village en village pour montrer des films éducatifs. Donc le concept de Haïna, qui est un concept novateur, qui est première fois que c'est lancé, c'est de dire faire humanitaire, c'est pas juste aller emmener du blé ou faire comment dirais-je, des camps de réfugiés. Certes, c'est nécessaire, il en faut, mais il ne faut pas s'arrêter là-bas.
Parce que tant qu'on n'a pas aidé un peuple de sortir de ce traumatisme, un enfant qui a vu ses parents mourir par le bombardement, qu'est-ce qu'il a dans sa tête? Il veut les venger. Donc il cherche un fusil. Donc comment arriver à sortir ça? C'est ça, aller vers la paix. Comment arriver? Et ça peut se faire graduellement, petit à petit, et par ces femmes et hommes que nous formons, aussi bien en Afghanistan aujourd'hui que dans plein d'autres pays, on est en train de commencer à faire ça. Et pas seulement en Afghanistan, je fais ça en Sicile, en Italie, depuis 3 ans, dans les banlieues de Sicile. J'ai commencé à Mirail, à Toulouse. Je suis en train de former 50 jeunes de Toulouse. Ça, c'est un projet. Si vous voulez venir filmer, c'est magnifique comme projet. Je travaille sur le Mirail de Toulouse. Où est-ce que c'est? Avec 50 ados de Toulouse qui sont en train de Toulouse de Mirail, qui habitent là-bas et qu'on est en train de former pour qu'ils fassent des reportages sur les Mirail. Je vais de 1er au 6 juillet. Chaque fois que je mène là, je travaille avec eux et c'est ce genre de fois. Le tout pour moi, c'est aujourd'hui l'image, la photographie, la culture a une capacité énorme de guérir les sociétés civiles endommagées, d'aider le peuple. Voilà ce que je fais. Alors, quand même. Parfait. Oui, très bien. Vous avez aussi travaillé avec votre fils. Oui, pas travailler, non, je n'ai pas travaillé. Vous l'avez emmené avec vous. Oui, en on a voyagé ensemble. Voilà. Et par rapport à ça, en fait, est-ce que pour vous c'était une façon aussi de transmettre quelque chose aux nouvelles générations? 100%, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs raisons, mais la principale raison, c'était que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que notre génération est une génération qui avait reçu une culture, une connaissance du monde venant de nos parents et qu'ils avaient reçu de leurs parents et que c'était une continuité culturelle quelque part qui nous était transmise. Or, nous arrivons à une génération, que ce soit moi qui est peut-être extrême voyageur, mais tous les gens aujourd'hui urbains, ils sont en train de perdre ces liens avec leurs enfants. Cet lien entre les parents et les enfants est en train de complètement être coupé, d'une part parce que les parents, aussi bien ils sont pris par leur travail, mais quand même ils arrivent à la maison où c'est un truc de télévision, il faut absolument qu'ils regardent, ou un email, il faut qu'ils l'envoient, ou un SMS qui arrive et que c'est urgent. Donc ils sont, même si à la maison ils sont complètement ailleurs, ils ne sont pas disponibles. Et les enfants, de l'autre côté, ils sont avec Nintendo, PlayStation, Facebook, et ils sont là. Oui, tu viens en parler. Oui, non, j'ai un truc urgent. Donc, même si physiquement ils sont ensemble, mais cette fossé entre les générations est en train de devenir très fort. Jusqu'à notre génération, enfin, quand on avait une question à poser, on allait voir l'instituteur ou les grands-parents. Aujourd'hui, les enfants, ils s'en foutent des professeurs et grands-parents. Ils ont le grand-parent, il s'appelle Google ou Yahoo ou Wikipédia. Donc, c'est pour ça que moi je me suis dit, déjà personnellement, mais d'autre part, peut-être un message envoyé à tous les parents, à tous les en disant attention, il faut créer, il faut prendre le temps et créer cette lien et ce voyage ces 3 voyages qu'on a fait en 3 étés en réalité. C'était aussi une promesse que j'avais faite, c'était une base de promesse que je l'avais fait à 8 ans quand il courait derrière moi dans les aéroports, il pleurait, il voulait venir avec moi. Je dis attention, arrête de pleurer, je te promets que je sais que tu veux venir avec moi, je ne peux pas t'emmener là, je vais dans la guerre, tout. Mais quand tu auras 15 ans, tu fais ton plan de voyage, tu as 8 ans, jusqu'à 15 ans, tu as le temps. Fais un plan de voyage et je t'emmènerai. C'est comme ça qu'il est arrivé. Du coup, c'était vraiment lui qui a réalisé Absolument, le oui.
il a préparé tout ça, il a appelé, il réservait le pied. C'était ça. C'est un beau partage alors. Ah, il a fait son livre, enfin quelque part, et Chemin de parallèle, qui s'appelait Chemin de parallèle. Ouais, il veut devenir, je sais pas quoi, faire du cinéma. Je suis un peu C'est bien. Voilà. Écoutez, merci de bien avoir dû répondre à nos questions. Je vous en prie, et c'était superbe aussi. Et voilà.